Londres, était 1383. Deux enfants royaux, Édouard et Richard, enfermés dans la tour de Londres pour leur protection. Quelques semaines plus tard, ils disparaissent sans laisser de traces. Aucun corps, aucun cri, aucun témoin. Seulement un silence de pierre et des murs qui ne parlent pas, ou ne veulent pas parler. Mais dans les ruelles sombres de la ville, la rumeur s'envole comme un oiseau noir. Leur oncle, Richard de Gloucester, les a fait tuer pour s'emparer de la couronne. Richard III. Ce nom, encore aujourd'hui, fait frémir. Un roi à la fois redouté et mal aimé, accusé d'avoir commis le plus odieux des crimes, l'assassinat de ses propres neveux, âgés de 12 et 9 ans, un régicide d'enfants, un monstre couronné. Mais comment un homme, frère du roi défunt Édouard IV, oncle dévoué en apparence, a-t-il pu sombrer dans une telle abomination? Était-il vraiment l'auteur de cette disparition qui hante encore les chroniques anglaises? Ou fut-il victime d'une légende noire, savamment orchestrée par ses ennemis, les Tudors? Ce que l'on sait, c'est que tout a commencé avec un convoi funèbre et une couronne orpheline. Édouard IV meurt subitement en avril 1383, laissant son fils aîné, Édouard Vif, encore mineur. Richard de Gloucester est alors nommé Lord Protecteur, chargé de gouverner en son nom, jusqu'à sa majorité. Mais le temps de l'innocence est déjà révolu. À peine arrivé à Londres, le jeune roi Édouard Vif est conduit à la tour de Londres, pas en prisonnier, dit-on, mais en préparation de son couronnement. Pourtant, ce couronnement n'aura jamais lieu. Quelques semaines plus tard, Richard de Gloucester déclare le mariage d'Édouard IV illégitime, rendant ses enfants bâtards. Le Parlement ratifie. Et le 6 juillet 1383, Richard se fait couronner roi d'Angleterre. Les deux princes, eux, ne seront plus jamais vus. La question obsède historiens et romanciers depuis plus de 5 siècles. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette tour silencieuse? Pourquoi aucun corps, aucun indice, aucune confession? Certains affirment que Richard, déterminé à régner sans rival, aurait ordonné l'assassinat de ses neveux dans le plus grand secret. D'autres accusent le duc de Buckingham ou même Henry Tudor, futur Henri VII, qui avait tout intérêt à salir son prédécesseur. Mais une chose est sûre, l'image de Richard III, bossu et manipulateur, telle que la décrira Shakespeare un siècle plus tard, s'est gravée dans la mémoire collective. Et pendant ce temps, dans les profondeurs de la tour, deux silhouettes enfantines s'effacent dans l'ombre pour ne jamais en sortir. Mais cette histoire ne fait que commencer, car derrière les apparences se cache une toile de mensonges, de trahisons et de meurtres froidement calculés. Et dans ce jeu sanglant du pouvoir, nul n'est innocent. Richard de Thurs est désormais roi. Couronné dans le faste à l'abbaye de Westminster, il brandit le sceptre de la royauté avec une main ferme et un regard méfiant. Car il sait, chaque pierre du royaume chuchote le même mot, usurpateur. Mais le peuple, lui, ne dit rien. Où sont passés les deux princes, Édouard Vite, le roi légitime, et son frère Richard de Shrewsbury? Officiellement, ils sont toujours protégés dans la tour. Mais leurs apparitions s'espacent, puis cessent totalement. Le silence devient assourdissant. Alors commencent les murmures. D'abord timides, puis de plus en plus insistants. Certains jurent avoir vu des gardes entrer dans la chambre des enfants en pleine nuit. D'autres disent qu'une servante aurait entendu un cri étouffé, puis rien. Une disparition sans cadavre, sans procès, sans trace. Le crime parfait? La rumeur atteint bientôt le continent. À Paris, à Rome, à Bruges, on se demande « Qu'est-il arrivé aux enfants de York ?» Les chroniqueurs étrangers écrivent ce que les Anglais murmurent. Richard les a fait tuer. Et pourtant, aucune preuve concrète, pas de témoin direct, pas d'ordre signé. Juste une série de coïncidences troublantes. Le médecin royal congédié peu avant la disparition. Les deux gardes affectés à la tour envoyés loin de Londres. Une lettre, aujourd'hui disparue, que Buckingham aurait envoyée à un assassin à la solde de Gloucester. Mais peut-on condamner un roi sur la base de soupçons? Peut-on effacer une dynastie entière avec seulement des bruits de couloir? Richard, de son côté, tente de gouverner. Il réforme la justice, combat la corruption, allège les impôts. Mais l'ombre des enfants disparus le suit partout, dans chaque discours, chaque cérémonie, chaque rêve. Et bientôt, le silence devient arme. Ceux qui posent trop de questions disparaissent eux aussi. Le chroniqueur Thomas More parle de menaces voilées, d'interrogatoires discrets. Le climat devient lourd, un royaume sous surveillance. Mais dans l'ombre, un ennemi se prépare. Un exilé, un prétendant oublié, fils d'une lignée ancienne, Henry Tudor. Éloigné en Bretagne,
Il rassemble ses troupes, tisse ses alliances, attise la haine contre Richard. Et dans son discours de guerre, il promet une chose: venger les enfants perdus. L'opinion bascule. Le peuple fatigué commence à douter de plus en plus. Car si Richard est innocent, pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de morts subites autour de lui? La vérité devient floue. Les récits se contredisent, les archives se perdent. Et la tour de Londres, elle, reste fermée, impassible. Comme si ses murs étaient devenus complices, ou cimetières. Août 1385. Un vent étrange souffle sur l'Angleterre. Dans les tavernes, les églises, les ruelles, un nom se répand comme une flamme. Henry Tudor. Il débarque à Milford Haven avec une armée de Bretons, de mercenaires français et d'Anglais en exil. Objectif: renverser Richard III. Ce n'est plus une guerre de conquête, mais une croisade morale. Henry se présente non seulement comme héritier légitime, mais aussi comme le vengeur des deux princes assassinés. Il promet justice, il promet la paix, il promet du sang royal sans crime. Richard, lui, sent le danger. Il n'est plus ce duc rusé, manipulateur, à l'ombre du trône. Il est roi, exposé, contesté. Et dans cette position, il ne peut pas fuir. Alors, il rassemble ses troupes, appelle ses fidèles, renforce ses alliances. Mais l'Angleterre est divisée. Même les nobles jadis loyaux à la maison York hésitent, doutent ou trahissent. Le 22 août 1385, les deux armées se font face à Bosworth Field. Une colline, une plaine, un marais. Le décor d'un drame sanglant. D'un côté, un roi en armure noire, monté sur un destrier bardé de fer. De l'autre, un prétendant déterminé, appuyé par des exilés rêvant de retour. Dès l'aube, les tambours battent. Les lances s'abaissent. Le destin de l'Angleterre se joue en quelques heures. Richard mène la charge lui-même. Il voit Henry à portée de lame. Il fonce. Une percée folle, téméraire, royale. Certains disent qu'il hurle « Trahison !» en voyant ses alliés, les Stanley, rester immobiles, spectateurs de son agonie. Il parvient presque à atteindre son ennemi. Mais ses gardes tombent un à un. Et bientôt, il est seul. Entouré, piétiné, poignardé. Richard III meurt comme il a vécu, isolé, contesté, couvert de sang. Selon les témoins, on retrouvera son corps nu, jeté sur le dos d'un cheval, exposé dans les rues de Leicester. La dernière humiliation. Mais ce n'est pas tout, car avec sa mort, la dynastie Plantagenet s'éteint, et commence celle des Tudors. Henry VII épouse Élisabeth d'York, sœur des deux princes disparus. L'union du sang et du scandale. Mais le mystère reste entier. Aucun aveu, aucune preuve. Les corps des enfants, toujours introuvables. Et pourtant, le peuple croit. Richard est devenu, dans les contes et les pièces de théâtre, le roi bossu, cruel, assassin d'enfants. Une légende noire naît ce jour-là sur le champ de Bosworth, dans la boue et le mensonge. Mais l'histoire n'a pas encore dit son dernier mot. Après Bosworth, le silence retombe sur la tour de Londres. Les deux jeunes princes n'y réapparaîtront jamais. Aucun corps n'est présenté. Aucune pierre n'est gravée à leur nom. Le mystère demeure, et Richard III devient un fantôme, mais pas un fantôme oublié. Un siècle plus tard, un dramaturge du nom de William Shakespeare immortalise sa silhouette. Un homme difforme, manipulateur, diabolique. Un monstre né pour troubler la paix du monde, écrit-il. La pièce Richard III devient un triomphe. La légende est scellée. Dans l'imaginaire collectif, le verdict est sans appel. Il a tué ses neveux. Il est l'incarnation du tyran froid, prêt à tout pour la couronne. Le roi maudit, celui dont le dos est tordu par le poids de ses crimes. Mais est-ce la vérité? Des siècles passent. Et peu à peu, des voix s'élèvent pour contester cette version. Des historiens réexaminent les faits, dénoncent la propagande Tudor, rappellent que les preuves sont absentes, que d'autres suspects étaient tout aussi motivés. Le duc de Buckingham, ambitieux et instable. Margaret Beaufort, mère d'Henry VII, obsédée par l'ascension de son fils. Ou même Henry VII lui-même, qui aurait éliminé les princes une fois au pouvoir pour éviter toute revendication. Et puis, en 2012, un événement extraordinaire. Des archéologues retrouvent un squelette sous un parking de Leicester. Le squelette d'un homme d'environ 32 ans, présentant une grave scoliose. Le test ADN est formel. C'est Richard III, le roi exhumé, le roi oublié, le roi maudit, retrouvé. Son corps est inhumé avec honneur à la cathédrale de Leicester, plus de 500 ans après sa mort. Un service funèbre, des fleurs, des drapeaux,
comme si l'histoire elle-même cherchait à demander pardon. Mais le mystère des enfants reste entier. En 675, 2 petits squelettes sont découverts dans une malle de la Tour de Londres. On les suppose être ceux des princes, mais aucune analyse ADN moderne n'a été autorisée. Leurs restes reposent encore aujourd'hui à l'abbaye de Westminster, sans confirmation scientifique. Alors, Richard est-il le monstre que l'on a décrit? Ou le bouc émissaire idéal, diabolisé par les vainqueurs pour justifier un coup d'État? Et au fond, cette question en soulève une autre. Qui écrit vraiment l'histoire? Celui qui agit ou celui qui survit pour raconter? Peut-être que Richard III n'a pas tué ses neveux, peut-être qu'il l'a fait. Mais une chose est sûre, ce n'est pas lui qui a écrit la version que nous connaissons. Et dans les couloirs de la tour, le silence persiste. Un silence qui, 5 siècles plus tard, hurle encore plus fort que toutes les couronnes.